les nouveautés de la version 7.10 de 7 donc nouvelle version de logiciel, on va voir les évolutions fonctionnelles, donc les évolutions liées à l'utilisation des logiciels, et on va voir la partie des évolutions liées aux changements légaux. Donc, au niveau des évolutions du logiciel, la première que je vous mentionne ici, c'est lorsque vous faites les mises à jour du plan de PayeSange. Donc, pour rappel, le plan de PayeSange, c'est la base de paye qui est mise à disposition par l'éditeur, qui est mis à jour à chaque fois qu'il y a des nouveautés légales et à partir de laquelle vous pouvez récupérer des informations pour pouvoir les impacter dans votre logiciel de paye. Donc, la nouveauté sur ce plan de paye, c'est au niveau du rapport. Alors, pour ceux qui ont eu l'habitude de faire les formations avec moi, je vous dis tout le temps, quand on fait les imports, il faut cliquer 2 fois pour avoir 2 fois les rapports. Une première fois où on va avoir les informations que des constantes sont inexistantes et on le refaisait une deuxième fois pour que notre rapport soit tout propre, pour qu'on soit sûr que les imports se soient correctement effectués. Nous n'aurons plus besoin de faire cette double manipulation parce qu'à présent, le logiciel va automatiquement faire plusieurs fois des boucles pour éviter justement que nous ayons à cliquer 2 fois pour être certain. Alors comment ça va se passer? Ben, comme nous faisions. Vous vous souvenez que quand vous importez des rubriques, des constantes, en général, il importait les rubriques en premier, puis les constantes. Donc forcément, au premier passage, il vous mettait parfois le message constante inexistante, parce qu'au moment où il importait la rubrique, la constante n'était pas encore passée. Donc là, il va faire cette manipulation jusqu'à 4 fois pour qu'on soit tranquille dès le premier jet. Si toutefois vous avez toujours un message constante ou inexistante ou une problématique dans votre rapport, là, ça voudra peut-être dire que vous avez oublié de sélectionner quelque chose. Donc ça, cette nouveauté au niveau du rapport, elle est fonctionnelle avec le PPS, donc le plan de paysage, mais aussi les UPP, que ce soit des UPP personnalisés au niveau de vos sociétés ou les UPP métallurgie ou pour la maladie non professionnelle, peu importe, ça fonctionne pour tous. Toujours au niveau des nouveautés fonctionnelles, il y a une nouvelle information qui est accessible depuis les paramètres de paye. C'est la date d'import du fichier PASS. D'accord? Donc, tous les mois, vous importez vos CRM métiers pour pouvoir impacter les taux PASS de vos salariés. Et je vous ai appris à aller vérifier dans votre fiche de personnel quelle était la date du dernier import ou tout du moins du dernier fichier qui a été importé. Là, vous pourrez retrouver l'information au global, donc directement dans vos paramètres de paye, et vous retrouverez la date du dernier import. Donc en clair, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ils ont ajouté également une nouvelle constante qui permet de récupérer cette information. Donc la constante, c'est la S_datePass. L'intérêt de cette constante, ce serait par exemple de faire des alertes. Si vous avez tendance à oublier à faire vos imports, vous pourriez vous mettre une alerte mensuelle qui fera appel à cette date de dernier import. Au niveau de la sécurité logicielle, donc l'appareil transparent pour vous, il y a une traçabilité des données bancaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, dès que des RIB ou des coordonnées bancaires seront modifiées, que ce soit au niveau de l'établissement ou des salariés, l'information va être stockée avec la date, l'heure et la personne qui a fait la modification. Donc pour retrouver ces informations, un nouveau menu traçabilité est disponible via fichier utilitaire. Vous cliquez dessus et vous verrez les informations apparaître. En ce qui concerne les régularisations, donc depuis quelques versions déjà, vous aviez le bouton régularisation. Donc depuis directement le bulletin de paye, on fait un clic droit régularisation sur une rubrique de cotisation et possibilité de faire des régules en différentiel ou annulaire en place sur une ou plusieurs périodes. Cette fonctionnalité est désormais accessible depuis les rubriques de brut, donc jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Dans le bulletin salarié, sur un clic droit régularisation, vous aurez accès à exactement la même fenêtre que pour les rubriques de régule de cotisation, donc toujours le même fonctionnement de possibilité de régule automatique, manuelle, différentielle ou annulaire en place. Toujours la possibilité d'avoir un rapport
avant de faire la modification et un rapport de simulation, et toujours la possibilité de faire un bulletin de contrôle sur la période à laquelle vous voulez vous rapporter. Petite précision tout de même sur ce bouton régularisation. Ce bouton régularisation, ce ne viendra pas en remplacement de la fonction bulletin de rappel. Donc bulletin de rappel, la possibilité d'effectuer un bulletin à une date antérieure au mois de paye pour pouvoir rattacher les assiettes, les plafonds et les taux à cette même date. Là, le bouton régularisation, ce sera surtout pour des évolutions, par exemple, de taux. Je ne sais pas, on va dire que vous avez une évolution salariale sur un taux qui est rétroactif, bah, vous pourriez envisager d'utiliser cette fonctionnalité. Ça veut dire que votre régule se ferait sur le mois en cours. Donc si là, je fais une régularisation d'une rubrique de brut sur une paye du mois de décembre, en DSN, les informations liées aux cotisations seront bien rattachées au mois de décembre. Donc ce n'est pas un bulletin de rappel, c'est une fonctionnalité juste pour régulariser au niveau du brut. Voilà pour ça. Donc clic droit, régularisation, rien de bien particulier là-dessus. Au niveau de la modélisation comptable, 2 nouveautés qui sont surtout fonctionnelles. Alors la première, c'est la possibilité d'exporter au format Excel votre modélisation comptable. Donc jusqu'à présent, on pouvait les sortir sur des formats, essentiellement PNM ou PDF. La possibilité désormais de les avoir en format CSV. Donc pour pouvoir, générer votre fichier au format CSV en automatique, vous avez désormais dans les paramètres de paye, modélisation comptable, la possibilité de choisir le format Sage CSV et donc ce format Sage CSV correspond au format Excel. Toujours au niveau, de la modélisation comptable, il est désormais possible de modifier l'ordonnancement des comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la version 7, dans vos OD comptables, les comptes comptables apparaissaient par ordre de création dans vos journaux. Donc si on avait, commencé par le compte, 645 et qu'ensuite on avait mis le compte 645 000, dans ce cas-là, on avait le premier 645 puis le 645 000 et nous n'avions pas les possibilités de modifier l'ordre d'apparition, donc l'ordre d'édition sur votre journal de contrôle. Désormais, c'est possible. Donc, comment? Eh ben, tout simplement en allant dans Liste modélisation comptable et dans vos écritures, vous verrez apparaître des petites flèches. Donc, double flèche vers le haut et double flèche vers le bas, bah, tout simplement pour monter tout en haut ou monter tout en bas le compte que vous aurez sélectionné. Et ensuite, les flèches simples, donc flèche vers le haut, je monte mon compte comptable d'une ligne, flèche vers le bas, je la descends d'une ligne. Donc ça a surtout, un effet sur le visuel pour le contrôle ou pour la génération du fichier si vous avez des choses spécifiques. Mais vous n'êtes pas obligé, une fois la 7.10 installée, de modifier l'ordre de votre compte comptable. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Voilà pour la partie modélisation comptable. Ensuite, on a une évolution au niveau du traitement en chaîne. Donc, traitement en chaîne, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté il y a quelque temps. C'est la possibilité pour un utilisateur, qui à l'époque était uniquement le superviseur, de gérer toutes les différentes étapes de la paye depuis un simple menu. Alors, je vais vous le remontrer parce que c'était pas forcément beaucoup utilisé. Donc ici, dans Gestion, vous avez Traitement en chaîne et c'est la possibilité, à partir d'un seul et même menu, de faire votre sauvegarde de votre base de données, donc le sauvegarde de la base de paye, le sauvegarde de la base déclaration sociale. Et ensuite, il vous propose l'édition des bulletins, le virement des salaires, livre de paye, état des cotisations, les déclarations DSN, le journal de contrôle, la clôture mensuelle et la passation comptable. Donc, vous avez bien compris que ce sont les traitements habituels au niveau de votre paye. En général, vous éditez vos bulletins, vous faites vos virements, etc. Je vous repasse tous les détails. Et ben, l'intérêt du traitement en chaîne, c'est d'avoir tout en pas à pas, vraiment en étape par étape, à partir d'un seul et même menu. Donc, quelle est la nouveauté liée à ce traitement en chaîne? La nouveauté, c'est que désormais, tous les utilisateurs peuvent avoir accès à cette fonctionnalité.
comme je précisais tout à l'heure, auparavant, seul le superviseur pouvait utiliser ceci. Maintenant, vous pouvez tous l'utiliser à condition que les droits soient donnés au niveau des paramètres. Alors, ici, dans les confidentialités utilisateurs, il y a un nouveau menu qui est apparu, traitement en chaîne. Donc, par défaut, l'accès est interdit, c'est-à-dire que si on passe en 7.10 et que nous avons des utilisateurs de créer, par défaut, ils n'ont pas les accès autorisés sur le traitement en chaîne. Et pourquoi par défaut c'est interdit? Eh ben, tout simplement parce que quand on a un traitement en chaîne, les codes confidentialité ne sont pas lus. Qu'est-ce que c'est les codes confidentialité? On a la possibilité dans cette Je paye d'affecter des codes confidentialité à certains éléments, aux salariés par exemple. Vous pourriez mettre un code, on va dire 5, à tous les membres de la direction ou à tous vos cadres et créer un utilisateur et indiquer que cet utilisateur n'a pas accès aux salariés qui ont le code 5. Et ben, si vous activez traitement en chaîne, les salariés auront accès à tous les codes confidentialité. Donc ça, pratique, ça vous évite ça vous permet d'éviter d'éditer non, pardon, ça vous permet d'éviter d'oublier d'éditer des états, et d'oublier de faire vos sauvegardes, et cetera. À utiliser ou pas, mais quand même, pratique quand on n'a pas l'habitude de gérer les infos dans cette Je paye. Au niveau des informations, donc dans la version 6.10, je vous avais dit que le libellé de l'emploi dans la fiche de personnel avait été augmenté à 60 caractères. Donc le nombre de caractères disponibles avait été doublé. Ce nombre de caractères est toujours à 60, mais désormais, vous avez la possibilité d'avoir la totalité du libellé dans les exports ou les imports et dans le certificat de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la version 7, les libellés d'emploi étaient bien dans la fiche de salarié sur 60 caractères, mais lorsque vous sortiez les documents, cette information était encore tronquée. Autre information qui a été ajoutée, au niveau des renseignements disponibles, donc le nom et le prénom du responsable hiérarchique, donc qui sont déjà présents depuis quelque temps dans la fiche de personnel. Maintenant, vous avez la possibilité d'exporter ces informations depuis le menu GA. Donc, dans les créations de GA, dans le menu affectation, désormais, vous avez nom et prénom du supérieur hiérarchique qui sont disponibles. Au niveau de la place digitale, donc la place digitale, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de dématérialisation des bulletins de paye, donc qui est gérée par DocaPost. Qu'est-ce qui a changé pour les personnes qui ont souscrit à la place digitale? Eh ben, c'est au niveau du rapport lors des synchronisations de salariés. Donc désormais, si vous avez des anomalies au niveau d'une fiche de salarié, vous allez avoir au moment de la synchronisation une information qui va vous indiquer que, il y a des anomalies de constater et vous aurez un rapport qui vous indiquera quel est le champ problématique. Donc par exemple, sur la capture d'écran que je vous présente, le cas des salariés qui auraient un code pays non renseigné dans le champ adresse ou une adresse mail de non renseignée. Et pour rappel, c'est bien indiqué dans le message d'erreur, si vous avez des anomalies en synchronisation, votre annuaire salarié sur la place digitale ne sera pas mis à jour. Donc là, pratique pour visualiser les anomalies éventuelles sur une synchronisation de salariés. J'en ai fini pour les optimisations fonctionnelles. On va quand même parler des autres améliorations. Donc déjà, pour anticiper 2025, des nouveaux énumérés sont mis à la disposition. Donc au niveau de l'assurance chômage, pour gérer, les droits à assurance chômage des travailleurs détenus, désormais, il y a un nouveau énuméré, donc que vous retrouverez dans la fiche de personnel sur l'onglet DSN là-dessus. C'est l'énuméré 06, affiliation au régime d'assurance chômage pour un contrat d'emploi pénitentiaire. Donc ça, normalement, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais sachez que si vous aviez des salariés dans ce cas, vous avez désormais le code nécessaire pour le déclaratif. Au niveau de la fiche de salarié,
dans l'onglet Paye et enfin supprimer le code modalité d'exercice 21, temps partiel thérapeutique, qui ne servait à rien. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez des salariés qui ont cette modalité d'indiquer actuellement dans leur fiche de personnel? Eh ben, en passage de la 7.10, le code 21 sera remplacé par le code 20. Alors, il faudra faire attention. Pour rappel, un salarié à temps plein doit avoir la modalité d'exercice temps plein et la quotité de travail correspondant à son temps plein, tout comme un salarié à temps partiel doit être déclaré avec le modalité 20 temps partiel et doit avoir une quotité de travail mensuelle correspondant à son temps partiel. Pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus? Ces informations remontent dans votre DSN et si elles sont erronées, peuvent vous créer des anomalies, notamment au niveau des caisses de retraite, qui recalculeront vos cotisations sur un plafond en temps plein ou temps partiel en fonction des informations que vous déclarez ici. Donc, si vous avez un salarié qui est actuellement en temps partiel thérapeutique, mais qui a un contrat de travail temps plein, je dois bien avoir le code 10 temps plein. D'accord? Si vous passez en 7.10 et que vous êtes avec le code 21, le 21 sera remplacé par 20. D'accord? Donc, jetez un petit coup d'œil si vous avez des doutes sur certains salariés pour remettre ça en conformité. On a également une nouveauté dans les contrats sociaux, donc les contrats sociaux qui sont dédiés aux organismes complémentaires, la plupart du temps de la prévoyance, de la mutuelle, de l'assurance, etc. Donc certaines fiches de paramétrage prévoient que vous déclariez des montants à zéro sur certaines informations, par exemple sur de la tranche B et de la tranche C. Ici, on aura la possibilité maintenant, donc à condition que votre organisme vous le demande, de déclarer des tranches 2 unifiées avec un montant à 0. Si vous n'êtes pas concerné, surtout, vous n'allez pas toucher à vos contrats sociaux, mais si vos contrats sociaux précisent que vous devez déclarer une T2 unifiée à 0, vous pourrez aller cocher la petite case qui va bien. Au niveau des bilans de retour DSN, donc vous savez que la DSN est en constante évolution, tout comme les comptes rendus liés aux anomalies. Juillet 2024 a été la création d'un nouveau bilan normalisé, donc le bilan 130, qui est dédié au régime agricole, donc à la MSA. Désormais, ce bilan 130 sera intégré au bilan d'erreur dans la paye. Donc, quand le bilan sera en statut anneau, c'est-à-dire qu'il y aura des anomalies, il remontera également dans votre paye, comme actuellement pour vos bilans URSSAF qui sont en anomalie, qui remontent en erreur DSN dans votre logiciel. En ce qui concerne les salariés domiciliés hors France, donc les salariés qui n'ont pas une adresse postale en France, vous allez devoir déclarer avec le code 02 travail à l'étranger, à condition que le statut à l'étranger soit différent de 99. Donc je refais la phrase dans le bon sens. Si le statut à l'étranger de votre salarié est 99 salariés non concernés, vous ne pourrez pas déclarer travail frontalier ou travail à l'étranger parce que ce n'est disponible que pour les salariés qui sont concernés. Donc, pour modifier ça, vous pouvez aller dans votre fiche de personnel, onglet DSN là-dessus. Il y a un bouton statut à l'étranger et en fonction du cas de votre salarié, vous pouvez adapter le menu. Ces deux informations, pour rappel, donc le statut à l'étranger et le statut au sens fiscal, vous allez les retrouver en DSN dans les champs S21 G00 30 022 pour le premier et S21 G00 40 024 pour le deuxième. Donc si vous venez à modifier un de ces champs, quand vous faites votre DSN mensuel, pensez à aller jeter un petit coup d'œil pour vous assurer que tout soit bien remonté correctement. Au niveau de la période de rattachement. Alors, la période de rattachement, ça fait déjà quelques temps qu'elle est disponible dans les bulletins de paye, mais avant la version 7.10, pour la visualiser, il fallait cliquer sur le bouton période. Avec la nouvelle version de paye, vous aurez directement dans le bulletin calculé la période de rattachement. Alors, par défaut,
elle sera sur la période en cours, sur la période de paye en cours. Par contre, quand vous faites un bulletin complémentaire, c'est souvent à ce moment-là que vous visualisez cette période de rattachement. Si vous faites un bulletin complémentaire pour un salarié qui est sorti, on va dire le 15 février 2024, eh ben, vous aurez en période de paye, si vous êtes sur décembre, une période en décembre 2024 et vous aurez bien en période de rattachement sa période de dernier contrat, donc dans l'exemple que je viens de vous citer, du 1er février au 15 février 2024. Donc là, l'information à retenir sur ce champ, c'est juste que dans votre logiciel de paye, quand vous allez aller dans bulletin calculé, donc ici, vous avez la période de rattachement qui apparaît. Si vous souhaitez la modifier, donc vous devez continuer de cliquer sur le bouton période et c'est seulement ici que vous pourrez la modifier. D'accord? Donc pour vos salariés, essentiellement sur les bulletins complémentaires, ça vous permet de la vérifier plus facilement plutôt que d'aller cliquer sur le bouton période, chose qu'on oubliait parfois de faire au niveau de nos vérifications. Au niveau des changements de SIRET et du NIC, surtout au niveau de l'établissement. Donc là, vous allez avoir des nouveaux messages qui vont s'afficher, avec à chaque fois 2 possibilités, OK et annulé. Donc le premier message, c'est en cas de modification du SIRET de la société. Donc je parle bien du SIRET. Si vous cliquez sur OK, ça va modifier sans générer d'historique. D'accord? Si vous cliquez sur «Annuler», dans ce cas-là, ça va modifier l'information que dans l'entête du dossier et ça n'ira pas modifier dans le SIRET de l'établissement. Pour rappel, à ce jour, quand vous modifiez les SIRET ou les NIC dans l'entête du dossier, ça vous propose, et ça le fait même en automatique, la modification du SIREN et du NIC de l'établissement principal. Donc la possibilité, de mettre à jour ou pas. Si vous modifiez le NIC, dans ce cas-là, toujours un message qui apparaît et qui vous demande si vous souhaitez ou pas mettre à jour le NIC de l'établissement principal. D'accord? Donc là, l'information, c'est juste qu'auparavant, vous n'aviez pas le choix et maintenant vous avez le choix. Maintenant, nous allons passer aux nouveautés liées aux nouvelles législations. Donc, la première que j'ai choisi de vous présenter, c'est le fait générateur. Donc, le fait générateur, pour rappel, ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer les taux et les plafonds sur la période de travail au titre de laquelle la rémunération est due. Donc là, ça rejoint le bouton période que je vous ai présenté juste avant. Clairement, la législation nous dit que normalement, on doit appliquer l'assiette, le taux et le plafond applicables aux rémunérations de la période à laquelle elles se rapportent. Donc, si on dit ça plus clairement, aujourd'hui, vous me versez un montant qui correspond à ma paye de février 2024. Dans ce cas, je suis censée avoir une paye avec les taux, les plafonds, les assiettes de février 2024. Donc là, ça existe déjà dans cette Je paye. C'est ce qu'on fait quand on utilise la fonctionnalité bulletin de rappel. Jusqu'à aujourd'hui, on a une tolérance sur les salariés qui sont toujours présents. Donc en réalité, si vous avez oublié de me verser, on va dire une prime en février, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter. On va passer cette prime de février sur ma paye du mois en cours et puis on va laisser comme ça. Donc c'est toujours possible de faire cela. On a toujours une tolérance là-dessus. Et pour les salariés qui sont sortis, la tolérance est sur le rattachement à la dernière période d'emploi. Donc toujours sur la période de février 2024 pour l'exemple de mon salarié de tout à l'heure qui est sorti en février. Donc voilà les grandes lignes de ce qu'est le fait générateur. Donc pourquoi je vous rappelle ça? Pour vous indiquer que ça devait être obligatoire en janvier 2025, mais que c'est reporté à 2027. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici là? En 2026, donc un pilotage va être mis en place pour pouvoir faire quelques tests, pour une généralisation normalement en 2027.
Actuellement, on n'a pas encore toutes les infos, donc je peux pas, vous donner tous les tenants et les aboutissants de ce fait générateur, mais je peux vous dire que nous sommes encore tranquilles quelque temps. Pourquoi vous parler de ça si c'est reporté? Depuis la version 7, dans cette Je paye, on a l'historisation des modifications, des rubriques et des constantes qui est possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous modifiez une constante, cela vous demande si vous voulez l'historiser. Si vous mettez oui, vous retrouvez la constante avec la modification dans le bouton historiser, des constantes. Là, la nouveauté sur la 7.10, c'est que, si vous faites un import, donc si vous modifiez via un import une constante ou une rubrique, l'historique va se générer en automatique. Vous n'aurez pas à le modifier. Au niveau de vos constantes et de vos rubriques, donc certains d'entre vous préfèrent encore contrôler, via l'édition des rubriques ou l'édition des constantes en version papier. Vous avez la possibilité désormais avec la version 7.10 de demander un état de vos rubriques ou constantes, donc les en cours, ou d'avoir vos rubriques ou constantes historisées. La différence entre les visualiser directement dans la paye ou directement, dans un PDF, c'est vraiment une question de choix. Vous faites, comme vous voulez. En tous les cas, si vous souhaitez le faire comme ça, vous choisissez en cours ou historiser. Vous aurez au niveau de l'édition l'information qui vous indiquera si c'est du, en cours ou de l'historisé et vous avez la possibilité d'éditer les constantes ou les rubriques en mode résumé ou en mode détaillé, peu importe. Tout ce qui est, modification, donc certains d'entre vous ont déjà eu le cas. Lorsque vous modifiez la constante ou la rubrique, vous avez bien un message qui vous demande si vous voulez confirmer l'historisation. Si vous apportez une correction à votre rubrique, alors imaginons vous avez créé une nouvelle prime et vous avez dupliqué une prime existante. Vous faites OK et vous oubliez de changer la constante qui est utilisée à l'intérieur. Donc, par exemple, vous dupliquez votre prime exceptionnelle est alimentée par cell 09, votre nouvelle rubrique va être alimentée également par cell 09. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous saisissez cell 09, vos deux primes vont se déclencher. Donc, si vous corrigez la rubrique que vous venez de créer, surtout, vous ne cliquez pas sur confirmez-vous l'historisation OK, parce que sinon, vous allez créer un historique qui n'a pas lieu d'être. Si jamais vous venez à le créer, c'est pas grave, vous pourrez le supprimer, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais dites-vous bien, c'est comme les fiches de salariés, on n'historise que quand c'est un vrai changement, pas quand c'est une correction ou quand on veut modifier suite à une erreur. On n'historise que lorsque c'est une modification. Voilà pour ça. Prochain point, la loi DDA-DUE, la DADU. Alors, petit rappel sur ce que c'est que cette histoire. C'est une loi qui est entrée en vigueur en avril 2024, donc avril de cette année, qui nous indique que les salariés qui sont en arrêt pour maladie non professionnelle ont le droit à une acquisition de 80% de leur congé payé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en arrêt maladie tout le mois, j'ai le droit au minimum à 2 jours de congés payés si ma société est en jour ouvrable ou un 667 si on est en jour ouvré. Comment on retrouve les 2 jours ou les 1,667? Tout simplement 80% de 2,08 et de 2,50. Cette loi prévoit également des délais de report des congés de 15 mois dans certains cas particuliers, la suppression de la limite d'1 an pour l'acquisition des congés payés pendant un accident de travail, une rétroactivité de cette règle à compter du 1er décembre 2009. C'est pas une erreur, c'est bien écrit 2009. Et cependant, les employeurs dont la convention collective précise que les congés payés sont acquis même en cas d'absence, vous n'êtes pas concerné. Donc cette loi concerne qui? Elle concerne les sociétés qui proratisaient les congés payés en cas de maladie non professionnelle. Je vous ai mis le lien en bas sur la présentation. C'est le lien vers l'aide en ligne de Senge qui contient
une fiche récapitulative qui traite de tous ces points avec un peu plus de détails sur le légal. Dans la version 7.10, qu'est-ce que ça va changer? Vous allez avoir dans les fiches de salariés et dans les bulletins du salarié des nouveaux compteurs, enfin une nouvelle ligne dans le compteur plutôt qui va apparaître, ça va être la ligne maladie non pro. D'accord? Donc avant la version 7.10, vous avez déjà dans vos compteurs la possibilité de visualiser les congés légaux, de fractionnement, d'ancienneté et supplémentaires. Désormais, vous allez avoir en plus la possibilité de visualiser les maladies non professionnelles. Donc, ce nouveau champ maladies non professionnelles va être présent pour les congés N, N-1 et N-2 et va être disponible pour l'acquis et le restant, comme pour les autres champs. Si on regarde dans le logiciel de paye, si je prends un salarié, donc dans l'onglet congés, ici j'ai toujours mes congés N, N-1, N-2, et ici je vais avoir maladie non professionnelle, et dans le solde également. On ne l'a pas dans le prix, mais on n'avait pas non plus les détails pour les autres types de congés dans le prix, donc ça ne change rien. Au niveau du bulletin de paye, dans l'onglet congés ici, pour N, N-1 et N-2, on va également retrouver cette information de congé pour maladie non pro. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir à historiser le nombre de jours de maladie, de congés, pardon, acquis dans le cas de la maladie non professionnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de distinguer les congés acquis légaux des congés acquis au sens de la maladie non professionnelle. La différence entre les deux, ça va être quoi? Ça va être la possibilité de bénéficier de délais de prise un peu plus longs et surtout différents. Au niveau de ces deux nouveaux compteurs, donc le compteur maladie N et N-1, des constantes prédéfinies ont été créées. Il s'agit des constantes COAC-MNP et COAC-MNP1. Ces deux constantes vont vous permettre de récupérer l'information de maladie pro, de congé acquis dans le cadre de la maladie pro sur N ou N-1. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ces constantes? Vous pourriez les afficher sur votre bulletin de paye si vous personnalisez votre bulletin. Vous allez pouvoir l'utiliser dans des extractions diverses et variées, que ce soit dans du BI reporting ou dans de la GA. Et ça va être utilisé, on le verra après, sur une notification qui sera mise à votre disposition. Toujours dans le cadre de la DDA-DUE, vous avez des nouveaux champs qui sont apparus dans les fiches de salariés, donc toujours au niveau des congés. Vous avez désormais des champs date d'expiration, d'accord? Donc auparavant, il n'y en avait pas. La date d'expiration, c'était la période de clôture de vos congés payés, d'accord? Donc si vous avez une période du 1er juin au 31 mai, l'année d'après, si vous n'aviez pas de report, vos compteurs se remettaient à 0. Là, la date d'expiration, donc elle se met en automatique au niveau de votre paye. Je ne suis pas allée renseigner pour tous mes salariés la date d'expiration, mais j'ai la possibilité de la modifier manuellement et j'ai la possibilité, pour le cas des salariés qui ont un report de 15 mois, de prolonger de 15 mois la date d'expiration. Je vais vous montrer ça après. Donc, comment ça se passe quand vous allez mettre à jour votre version 7.10? Les dates d'expiration vont se calculer en automatique, d'accord? Pour que N-2 soit calculé également, il faut que vous soyez en pas de report de vos congés payés, d'accord? J'ai plus le terme en tête, en report indéfini ou des choses comme ça. Mais si vous avez mis pas de report, c'est-à-dire pas pris, perdu, dans ce cas-là, il n'y aura pas de date d'expiration. La date d'expiration, comment Sage vous la calcule? Ben, en fait, il va prendre le mois de clôture de votre paye, pas du tout, le mois de clôture de vos congés. Donc, pour rappel, le mois de clôture de vos congés est soit défini dans vos paramètres de paye, dans vos établissements ou dans votre fiche de salarié.
Et donc, ça prend le mois de clôture de paye plus la durée de prise. Donc, si vous êtes sur 12 mois, bah, tout simplement, ça va venir ajouter 12 mois. Si vous décidez de modifier la durée, dans ce cas-là, vous allez avoir un message qui va vous demander si vous confirmez bien la modification, donc pour éviter les erreurs de saisie. Et ensuite, à l'ouverture de la nouvelle période de congé, donc quand vous allez arriver au mois de juin, les dates d'expiration vont se recalculer en automatique. Donc tout ça pour vous dire que pour les salariés standards, vous n'aurez pas de manipulation à faire là-dessus. Le logiciel va le faire en automatique. Pour le cas des salariés qui peuvent bénéficier d'un report d'au moins 15 mois. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton report de 15 mois. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel va regarder le mois en cours sur lequel vous êtes et va ajouter 15 mois à cette date. Si pour une raison quelconque, vous devez modifier la date, si par exemple vous avez oublié de faire le report, vous auriez dû le faire il y a 3 mois, bah dans ce cas-là, vous corrigez manuellement la date d'expiration. D'accord? Pour les sociétés qui sont en non-report des congés, c'est-à-dire que par défaut, congé pas pris perdu, vous aurez la possibilité dans le bulletin du salarié, toujours onglet congés, d'aller cocher bénéficie du report des congés payés dans le cadre de la DDADUE. Comme ça vous permettra de ne pas perdre, enfin pas de ne pas perdre, mais que la remise à zéro ne se fasse pas en automatique sur le compteur de congés de votre salarié. Et toujours sur la DDADUE, dans la version 7.10, vous allez avoir un courrier de notification qui va être mis à disposition. Donc, comment ça fonctionne? C'est un formulaire GA qui est mis à votre disposition. Donc, le formulaire 0010 notification CP, qui permettra d'indiquer le nombre de jours de congés payés restants et la date d'utilisation limite. Donc, bien évidemment, c'est un courrier qui est nominatif. Vous pourrez le sortir pour un ou plusieurs salariés, comme toutes les notifications GA. Donc, dans ce document seront intégrées les informations liées ici aux informations congés payés ici. D'accord? Donc, je vous montre cette GA. Quand vous regarderez dans vos modèles, ce sera un formulaire, le 10. Si pour une raison quelconque, vous avez nécessité de modifier ce courrier de notification, vous le dupliquez et vous apportez les modifications à l'intérieur. Il est basique, mais fonctionnel. Donc, hop, ici, courrier des notifications. Voilà pour cette partie DDA DUE. Alors, j'en profite qu'on parle de ça. Là, je vous ai parlé des nouveautés fonctionnelles, donc des nouveautés liées à la version 7.10. En aucun cas, je vous parle du paramétrage de la DDA-DUE. Si vous êtes concerné par cette loi, donc en gros, si vous prorativiez les congés payés de vos salariés en cas de maladie, il va falloir mettre en place le paramétrage, si ce n'est pas encore fait, de la DDA-DUE. Et ce paramétrage, vous le retrouvez dans les documentations habituelles. Alors, cette fois-ci, vous allez le retrouver dans la documentation liée aux congés et absences. D'accord? Donc, dans ici, les documentations liées aux congés et absences, vous avez la gestion des congés payés qui a été mis à jour et la possibilité de retrouver toutes les informations sur le paramétrage de la DDA-DUE. D'accord? Donc, ça, paramétrage spécifique en complément des éventuels plans de paysage. Voilà pour la partie liée aux évolutions légales. Maintenant, on va voir les évolutions liées au cahier technique DSN 2025. Donc 2025, ça va arriver assez prochainement. Le cahier technique évolue comme tous les ans et dans ce cahier technique, de nouveaux champs font leur apparition. Vous allez avoir notamment la notification auprès de France Travail des cas de salariés en CDD qui refusent les propositions de CDI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de janvier 2025, lorsque vous aurez un salarié en CDD qui refuse un CDI que vous lui proposez, vous devrez le notifier à France Travail.
Pour ça, vous retrouverez cette information donc dans sa fiche de salarié dans l'onglet Contrat, détail du contrat, ou si vous utilisez l'assistant sortie, cette case sera présente également au niveau du motif de départ, donc à côté du motif de départ de votre salarié. Cette case est grisée. Si vous avez besoin qu'elle soit activée, il faut respecter plusieurs choses. La première, c'est il faut que vous ayez une date de sortie de renseignée dans la fiche de salarié. Il faut aussi que votre salarié soit en CDD. Et si vous cochez cette case, lorsque vous allez générer une DSN fin de contrat de travail unique, l'information va remonter. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle chose à penser quand vous aurez des salariés, des sorties de salariés. Il faudra bien penser, en cas de refus d'un CDD, à le notifier auprès de France Travail. Donc, dans votre DSN, comment ça va se matérialiser? Un nouveau segment, le S21G0062021, donc que vous retrouverez directement dans la partie fin de contrat. Donc là, c'est un visuel d'une DSN mensuelle. Vous savez que vous avez les différentes parties. Dans la partie fin de contrat de travail, vous aurez le 01 qui sera notifié. Au niveau toujours de la DSN, il y a le numéro de contrat, donc numéro de contrat que vous retrouverez dans la fiche de salarié, qui va être ajouté sur des nouveaux éléments, sur un nouveau segment, pardon, le S21 G0054005, donc autre élèvement de revenus du brut. C'est là où vous retrouvez entre autres vos remboursements de frais pro, vos montants patronaux de mutuelles, de prévoyance et compagnie. Donc là, on va avoir le champ numéro de contrat qui va être alimenté. Et pourquoi alimenter ce champ? Eh ben, ça va permettre à l'URSSAF de contrôler encore plus facilement votre réduction générale des cotisations patronales, anciennement appelée réduction Fillon. D'accord? Donc voilà à quoi va servir cette modification. Ça se fait en automatique, vous n'avez pas de modification à apporter de votre côté dans les fiches de personnel, les numéros de contrat sont déjà alimentés. Il faudra juste être dans les bonnes versions pour 2025. Au niveau de la retraite, donc actuellement, la GIRC-ARCO, vos organismes de retraite, tous les montants sont déclarés sous les numérés 105. Donc si vous regardez dans votre DSN, dans S21G0081, DSN montant réduction exo, vous allez avoir le montant de la retraite qui est déclaré sous le code 105, montant de cotisation au régime unifié à GIRC-ARCO. À partir du cahier technique 2025, les organismes de retraite ont besoin que soient distinguées les cotisations au régime Agirc-Arrco de la cotisation APEC. Donc, pour rappel, la cotisation APEC n'est due que par les cadres. Donc, là où on avait un seul code 105, on aura en 2025 deux codes pour la retraite, le 131 pour les cotisations et le 132 pour la cotisation APEC. Pour permettre toujours à l'URSSAF de compléter ses contrôles au niveau de la réduction générale des cotisations patronales, donc toujours la Fillon, il va y avoir un nouvel énuméré, le 142, donc qui va être lié à la retraite aussi. Et en fait, cet énuméré va correspondre à la part patronale tranche 1 de la retraite. Alors, à quoi ça va servir à l'URSSAF d'avoir la tranche 1 retraite? Si vos souvenirs sont bons, le coefficient de la réduction générale des cotisations patronales, donc le coefficient Fillon, contient une partie des cotisations URSSAF, les cotisations France Travail et les cotisations retraite tranche 1. Voilà, c'est tout simplement pour quand vous allez déclarer un montant total, donc de réduction Fillon totale, l'URSSAF va pouvoir contrôler la répartition entre sa part URSSAF et sa part retraite, chose qu'elle ne visualisait pas auparavant. Toujours lié aux retraites, mais cette fois-ci pour l'IRCANTEC, à partir de 2025, les sociétés qui ont encore de l'IRCANTEC auront la possibilité de générer le paiement via la DSN, c'est-à-dire qu'ils accepteront d'avoir des blocs de paiement comme pour les autres organismes aujourd'hui,
Les seules restrictions, c'est qu'il faudra que ce soit en mensuel, donc vous n'aurez pas le choix, l'Ircantec sera payé mensuellement. Vous devrez payer en prélèvement SEPA, donc pas de chèque, pas de virement, et ce sera l'établissement qui déclare les cotisations qui devra faire le paiement. On ne pourra pas gérer un établissement principal qui paye l'Ircantec d'établissement secondaire. Donc si vous avez de l'Ircantec, pensez à compter de 2025 à faire une demande de mandat de prélèvement SEPA auprès de l'organisme. Comme ça, vous pourrez le passer dans la DSN si vous le souhaitez. Petite info aussi, et ce sera la dernière sur la DSN, au niveau de la prime PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc oui, cette prime n'existe plus actuellement. Elle existe, enfin, elle existe sous un autre nom, mais elle pouvait être défiscalisée si elle était versée avant le 31 mars 2022. 31 mars 2022, nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2024. Certaines DSN contiennent encore des déclaratifs au niveau de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des codes 902 qui sont déclarés au niveau des DSN, sachant que ce code 902, normalement, ne peut être déclaré que pour une prime qui a été versée avant le 31 mars 2022. Alors, vous allez me dire que si vous déclarez le code 902, c'est pas pour le plaisir et que vous ne l'avez sûrement pas vu. Si c'est le cas dans vos DSN, vous allez avoir un nouveau contrôle qui va être fait sur le code 902 et notamment sur la période de rattachement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un me déclare un code 902 avec une période postérieure au 31 mars 2022, il va y avoir une anomalie dans le contrôleur. Voilà pour cette présentation sur les nouveautés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la version 7.10 apporte des évolutions fonctionnelles. À aujourd'hui, elle est nécessaire pour que vous puissiez faire vos DSN de janvier 2025, car elle correspond au cahier technique, elle répond, pardon, au cahier technique 2025. Comme d'habitude, sous réserve qu'il y ait encore des changements de fin d'année au niveau du légal, on n'est pas à l'abri d'avoir, comme on a eu quelques années, quelque chose du style la prime inflation qui n'était pas prévue, qui était sortie en décembre. Donc ça, l'éditeur ne peut pas l'anticiper. Au niveau des évolutions, donc les évolutions sont toutes assez intuitives. Il n'y a pas forcément de grosses modifications dans vos habitudes à l'utilisation du logiciel. C'est juste que c'est pratique et il faut prendre l'habitude de les utiliser. En ce qui concerne la DDADUE, si vous aviez mis le paramétrage en place avant cette version 7.10, votre paramétrage est toujours d'actualité. C'est juste que si vous souhaitez ranger, on va dire, différemment vos congés acquis dans le cadre de la maladie non professionnelle, vous pouvez adapter pour les distinguer des congés supplémentaires tels que c'était préconisé dans les anciennes documentations. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça? Non, ça me semble bien. Ah ben si, je vais peut-être vous dire les nouveautés sur déclaration sociale. Alors, 7 Je paye version 7.10 va être accompagnée, enfin est accompagnée de la version 15.10 de Sage Déclaration sociale. Donc certains d'entre vous l'ont vu quand ils ont voulu faire une DSN, la petite fenêtre s'est allumée pour leur dire nouvelle mise à jour disponible. Donc si vous ne faites pas les mises à jour habituellement ou si vous n'êtes pas administrateur, surtout vous ne le faites pas, vous demandez à votre service informatique ou à votre prestataire de faire la mise à jour, mais si vous n'avez pas l'habitude, surtout vous ne le faites pas. Cette nouvelle version de déclaration sociale va vous apporter les évolutions sur l'état prélèvement à la source. Donc pour rappel, l'état prélèvement à la source, c'est un document qu'on peut communiquer aux salariés, c'est pas une obligation. Vous pouvez le transférer à vos salariés et ce document va reprendre les montants nets fiscaux et les informations liées à la déclaration d'impôt de l'année prochaine. D'accord? Donc, qu'est-ce qui change sur l'état de cette année? Déjà, au niveau de la rémunération nette fiscale, désormais c'est repris
depuis la variable DSN S21 G00 50 02. Tout ce qui va être le montant des heures sup exonérées et des rachats de jours RTT exonérés. Donc, au niveau de la formule de calcul, comme on va déclarer du net, ça va être le montant des variables. Donc, le montant de la variable S21 G00 51 013 énuméré 0,26. Donc, 0,26 qui correspond aux heures supplémentaires exonérées, multiplié par 1 moins 0,9825 fois 0,068. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On déclare au niveau de notre feuille d'imposition les heures supplémentaires en net, d'accord? Les heures supplémentaires en net, ça veut dire quoi? Les heures supplémentaires exonérées sont exonérées de CSG, CRDS, mais nous devons quand même les déclarer en partant du principe que s'il y avait eu de la CSG, on aurait 2,90 qui ne sont pas exonérés d'impôts. Donc, dit autrement, les heures supplémentaires, ça reste de la rémunération. Donc, la CSG sur rémunération bénéficie d'un abattement de 1,75%, ce qui explique les 1 moins fois 0,9825, et auquel on va appliquer les 6,80% de CSG potentiellement déductibles. D'accord? Et à ça vont être ajoutés le montant de la S21 G00 58 004 qui contient les numérés 01, heures complémentaires supplémentaires exonérées fiscalement. Et pour la partie prime partage de la valeur, donc les années précédentes, l'information remontait d'une variable qui s'appelle DSN montant PPV et TAPAS. Mais désormais, ça va remonter directement de la variable DSN, donc la S21 G00 52 002, avec les énumérés 904 et 905. Donc, ce qui permettra de distinguer la partie exonérée fiscalement ou pas. Au niveau de la DSN, quelques modifications également. Donc déjà, tout ce qui était Pôle emploi, tout ce qui se nommait Pôle emploi est remplacé par France Travail. C'est la même chose, mais nommé différemment. Donc pareil, transparent pour vous, pas de manipulation à faire. Au niveau de la S21 G00 30 013, donc ce qui va être lié à la codification Union européenne de la nationalité de vos salariés, les salariés qui ont la nationalité anglaise, d'accord, donc qui sont nés au Royaume-Uni ou tout du moins qui ont la nationalité, n'auront plus une codification Union européenne, mais une codification 04 reste du monde. Ce n'est pas une anomalie, c'est un changement dans le cahier technique. Donc pareil, si votre salarié a bien la nationalité anglaise indiquée dans sa fiche de salarié, le changement de codification se fera dans votre DSN en 2025. Et au niveau des temps d'enregistrement, donc les temps d'enregistrement, c'est-à-dire quand vous générez une DSN, que vous faites une modification et que vous faites enregistrer, l'éditeur a apporté des optimisations. Donc là, il nous annonce que sur une base de 200 salariés, une modification d'un salarié prenait 2 minutes 30. Après les optimisations d'enregistrement, ça passe à 3 secondes. Donc on est d'accord que 2 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça peut être très long quand on attend devant son poste. Donc là, des améliorations d'indiquer sur ce point. Toujours au niveau de vos DSN, on sait que la DSN, maintenant, ça fait 12 ans que ça existe. Donc oui, ça commence à faire longtemps. Avant la DSN, nous avions d'autres déclarations. Il y avait la DADSU qu'on faisait une fois par an. Il y avait l'AED, donc qui était l'équivalent de la FCTU. Il y avait le CICE, donc Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Et tout ça était géré par la base déclaration sociale. Donc ça veut dire que vos bases déclaration sociale, au fil du temps, ont commencé à prendre de l'ampleur et ont commencé à grossir niveau poids. Et forcément, plus la base contient d'informations, plus ça peut être long au niveau des temps de traitement. Dans le déclaration sociale version 7.10, vous allez avoir la possibilité de supprimer ou d'archiver des anciennes déclarations. Alors, ce sera sous certaines conditions, mais on va pouvoir faire un peu de ménage dans tout ça. Au niveau de supprimer,
qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, ça va complètement faire disparaître la déclaration. C'est vraiment, je supprime la déclaration, je ne pourrai plus la consulter. Si je fais un archivage, dans ce cas-là, je vais enregistrer ma DSN en tant qu'archive et j'aurai la possibilité de la reconsulter ultérieurement. Donc là, on avait déjà la fonction purge qui est disponible depuis quelque temps dans Déclaration sociale. La fonction purge ne supprimait pas toutes les informations, donc c'est pour ça que ça pouvait résoudre certains problèmes, mais pas tout, puisque ça ne supprimait pas complètement. Là, avec ces nouvelles fonctionnalités, ce sera possible. Comment, vont être gérées ces suppressions et ces archivages? Alors, dans déclaration sociale, il y a une option que vous allez pouvoir, cocher qui s'appelle «Suppression possible des déclarations envoyées». D'accord? Parce qu'actuellement, on est d'accord que si vous essayez de supprimer une déclaration qui a une petite enveloppe, donc qui a été envoyée, que ce soit une DSN, une DADS, ce que vous voulez, ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez faire du ménage, il faut aller cocher dans les paramètres cette case. Et qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, ça va permettre que vos déclarations qui ont plus de 5 ans vont pouvoir être supprimées, pardon, et donc être archivées. En ce qui concerne vos déclarations de moins de 5 ans, vous ne pourrez toujours pas les supprimer si elles ont le statut envoyé. Alors, pourquoi 5 ans? Bah, tout simplement pour les historiques en cas de contrôle ou en cas de prud'homme, on a la nécessité d'avoir les historiques des dernières années. Si vous ne cochez pas cette case, ben, vous ne pourrez pas supprimer aucune de vos DSN ou de vos DADS ou quoi que ce soit, qu'elles aient plus ou moins de 5 ans, on reste sur la même chose. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'actuellement, on a beaucoup de déclarations, on a la possibilité de faire un peu de nettoyage, donc soit en supprimant complètement les anciennes DADS, par exemple, ou les anciennes DSN, tout en gardant au minimum 5 ans d'historique. Et on a la possibilité de les archiver au cas où on souhaiterait les consulter ultérieurement. D'accord? Donc, au niveau des déclarations qui seraient archivées, comment ça fonctionnera si on souhaite les reconsulter? Dans le bouton Aide de déclaration sociale, vous aurez dans utilitaire déclaration archivée et quand vous irez dans déclaration archivée, vous aurez la possibilité de retrouver la liste des déclarations disponibles, donc qui seront rangées dans le dossier déclaration sociale archives. D'accord? Donc voilà par où vous pourrez les consulter. J'en ai terminé avec toutes ces nouveautés au niveau du logiciel. Donc pour rappel, vous avez sur votre logiciel de paye nouveauté de la version, d'accord, qui vous permet de retomber sur le site de l'éditeur qui reprécise de manière assez succincte, mais très formalisée, les nouveautés des versions de logiciels. Je vous rappelle que vous avez également le fil d'actualité sur la droite qui vous permet d'avoir des informations. La dernière information sur le social du 6 novembre concernait la publication du SMIC. Donc le SMIC a augmenté au 1er novembre et passé à 11,88. Ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un petit coup d'œil à la publication pour vous assurer que tout est OK au niveau de vos payes. Et j'en ai fini pour cette partie-là. Je vais m'intéresser aux questions qui ont été posées dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Alors, hop, j'ai une question sur, sur la version 7.10. Donc, est-ce que la version nous dispense des sauvegardes? C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais les sauvegardes des bases de paye, c'est toujours aussi important, quelle que soit la version. Pour rappel, pour sauvegarder vos données, vous avez ici «Je sauvegarde ma base de paye» qui vous permet de sauvegarder ponctuellement votre base de données «C'est je paye» ainsi que votre base DS. Si vous utilisez la fonctionnalité traitement en chaîne, donc gestion traitement en chaîne, ici, ça vous sauvegarde la base de données, ça vous permet d'éviter, avant clôture,
l'oubli de cette sauvegarde. Alors, est-ce que vous avez testé la version 7.10? Alors oui, nous avons installé les versions 7.10, depuis leur sortie. On n'a pas eu de problématiques significatives. Il faut dans tous les cas que vous l'ayez installé pour pouvoir avoir accès au dernier plan de paysage et pour avoir accès, aux dernières nouveautés liées au cahier technique 2025. Nous devons installer la C10 sur la paye de décembre 2024 ou la paye de janvier 2025. Alors, moi, je vous préconiserais, si vous avez le temps, de l'installer sur la paye de décembre 2024. Pourquoi? Parce qu'en général, on a un peu plus de temps que janvier 2025. Janvier 2025, période où vous allez avoir toutes les modifications apportées dans vos bases de paye, notamment sur les contrats sociaux, les nouveautés plan de paysage, etc. Donc, il n'y a pas d'obligation en tant que telle à passer la version 7.10 sur votre paye de décembre. Il faut qu'au plus tard, pour votre paye de janvier, elle soit présente. Mais si vous avez le temps, passez-la tout de suite. Comme ça vous évitera le stress lié aux mises à jour. Alors, si les rubriques de retraite ont déjà été modifiées avec les énumérés 131, 132, faut-il corriger avec le code 105? Oui. Alors, les informations que je vous ai transférées là sur, les nouveautés de 2025 ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025, donc DSN de février 2025. Là, actuellement, nous sommes toujours sur une norme 2024, donc jusque la DSN du 5 ou 15 janvier 2025, qui correspond à vos payes de décembre, la retraite doit toujours être déclarée sur le code 105. Les codes 131 et 132 ne sont pas reconnus par les organismes. Alors, si nous souhaitons adapter le paramétrage DDA-DUE, notamment sur l'utilisation du nouveau compteur maladie, doit-on corriger manuellement tous les compteurs ou faire une bascule du compteur supplémentaire? Alors, si vous aviez un paramétrage qui allait alimenter le compteur supplémentaire, vous pouvez basculer dans le compteur maladie, mais pensez bien remettre à zéro votre compteur supplémentaire. Et si vous le laissez comme ça, c'est juste qu'il faudra adapter si vous faites des extractions et demander votre compteur supplémentaire et non pas le compteur maladie. Et pour les questions sur les CCN, alors pour la question sur comment articuler la DDA-DUE avec la CCN, là, c'est pas l'objet d'aujourd'hui et c'est une réponse qui est sur du légal, je vais pas pouvoir vous répondre. J'ai pas la compétence technique pour répondre à ça. Il faudrait vous rapprocher soit de votre convention collective ou soit d'un juriste pour, spécialisé dans ce domaine pour avoir votre réponse. Les codes CSP retraite changent en janvier 2025. Alors si on parle, des codes qui sont présents ici, hop, ici, pardon. Pour l'instant, il n'y a pas de changement technique de prévu. On a cadre, extension cadre ou non cadre et après pas de retraite complémentaire, d'indiquer. Si par contre, vous avez des organismes qui vous précisent des modifications, donc si c'est de la retraite supplémentaire notamment, là, ce sera géré directement dans vos contrats sociaux et non pas sur les codes statut catégoriels, qui sont ici. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. J'en profite pour compléter une question qui m'a été posée tout à l'heure. Pour le paramétrage de la DDA-DUE, donc 2 possibilités. Vous avez soit quand vous allez sur l'aide en ligne, ici, vous tapez DDA-DUE. Ah forcément, je vais pas la retrouver. Donc oubliez ça, passez directement par la tuile. Je vais vous conseiller pour tout le monde, même si ce matin, je vous ai dit de passer par là. Prenez la documentation qui est disponible dans congés et absences, la gestion des congés. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir la partie DDA-DUE et la partie congés légaux sur novembre 2024. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la documentation de juin 2024. C'est juste que là, ça s'adapte avec les nouveaux compteurs qui ont été prévus. D'accord?
Donc, prenez tous cette documentation. Si vous êtes concerné par la DDADUE, préférez la documentation congés et absences. Ici, la gestion des congés payés qui est en date de 2024 et pas celle de juin 2024. D'accord? Voilà, je pense avoir fait le tour, de vos différentes questions. Si tout est OK pour vous, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter, une bonne fin d'après-midi et des bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, bonne journée, au revoir.